Jeff Fillion. Radio X. Crazy Jeudi, je l'avais pas dit encore, c'est Crazy Jeudi. On a lancé officiellement le week-end avec notre ami l'aubergiste. On est prêt pour Joe Hamel, notre chum Joe. Joe, comment il va? Très bien. Écoute, je t'écoutais hier, ton espèce de découragement. Oui. Ça m'a affecté un peu, mais j'ai dit, je vais le brasser aujourd'hui. Je vais essayer de te remonter le moral. Du moins, au moins essayer d'un peu de comprendre ce qu'on vit actuellement, parce que c'est pas la première fois dans l'histoire, Jeff, qu'on a une crise importante et que les libertés individuelles là, sont brimées de telle façon. Je te parle aujourd'hui d'un livre que j'ai lu, du moins que j'ai relu, qui s'appelle Crisis and Leviathan. Je l'ai partagé sur mon Twitter, là, oui. Le lien. Il n'y a pas de version française, malheureusement. Mais ce qui est fascinant... 21 piastres seulement sur Amazon. Ben oui, j'en ai envoyé une copie à Frank, le dédomiseur, donc je pense qu'il va faire un show là-dessus bientôt. Oh. J'espère en tout cas. Donc, la théorie derrière ce livre-là, écrit par Robert Higgs, est assez simple. C'est que ce qu'on vit pendant les crises, c'est ce qu'on appelle l'effet ratchet. Bon, un ratchet, ton auditoire un peu sait c'est quoi? C'est une clé qui clique d'un côté, et quand ça clique d'un côté, ça revient pas de l'autre. Donc, lorsqu'il y a une crise politique, économique, comme on vit actuellement, ou sanitaire, les deux, il y a toujours un effet de ratchet, c'est-à-dire qu'il y a une implémentation de mesures souvent politiques et économiques, et ça revient très rarement en arrière. Du moins, on revient pas comme c'était avant. On l'a vu notamment lors de les attentats du 11 septembre. Par la suite, il y a un paquet de mesures qui ont été déployées de sécurité dans les aéroports, etc. Il y a probablement des mesures qui ont été très bénéfiques, mais au final, ça ajoute toujours un peu de lourdeur au système. Il y a un poids économique qui est relié à ça. Bref, ça revient pratiquement jamais comme avant. Donc, c'est pratiquement comme aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre avec la crise sanitaire. On peut se demander, d'ailleurs, c'est très perceptible quand tu écoutes les autorités qui sont en train de dire, alors qu'ils disaient que initialement le vaccin allait tout régler. Là, on est en train de laisser sous-entendre que ça va être la nouvelle normale, qu'on va devoir porter un masque pratiquement à jamais. Donc, c'est important de comprendre la dynamique politique et économique derrière ça. Les gens, surtout les gouvernements souvent qui sont en place et les intérêts entranchés, vont toujours militer, ou du moins vont poser des actions pour que ces mesures-là, ou la nouvelle normale, soient perpétuelles d'une certaine manière. Mais ça... toi puis moi, puis un paquet de gens qui craignent, d'une certaine mesure, l'omniprésence d'un gros gouvernement dans nos vies, ce que nous avons et nous vivons au Québec, on le sait. Mais c'est surprenant quand on criait au début, non, donnez pas la permission au gouvernement de faire ça, vous allez le regretter, ils reculeront jamais. Là, tu te fais répondre, hey, toi, ferme-toi, t'es contre les mesures sanitaires, t'es complotiste. Le moyen de faire fermer qu'on connaît, là. Mais on le sait, pourtant, comme tu le dis, l'histoire nous montre que le gouvernement, quand il arrive avec des normes, c'est jamais temporaire. L'exemple qu'on donne toujours, c'est l'impôt dans le temps de la guerre. On le sait. Mais comment ça se fait? C'est un manque d'éducation. Qu'est-ce qui fait que les gens n'apprennent pas du passé? Que quand tu donnes un pouce au gouvernement pour des règles, pour t'enlever de la liberté supposément temporaire, que ce gouvernement-là va en abuser comme ça se peut pas, l'histoire nous montre que ça s'est toujours répété et les gens semblent oublier ce fait-là. C'est ça qui est triste. Ben, le problème, je pense, c'est une méconnaissance de l'histoire. Je dis souvent que votre confiance dans l'État et le gouvernement est inversement proportionnelle à votre connaissance de l'histoire. L'État, Jeff, et le gouvernement, là, c'est le plus grand destructeur de capital, de capitaux et de ressources. C'est de loin, là. C'est aussi le plus grand meurtrier de l'histoire, là. C'est à peu près la meilleure chose qu'un État peut faire, c'est assassiner sa propre population. Et ça, regardez, par exemple, le régime de Mao, Staline, etc. Ça a toujours été exécuté sous l'égide de l'État. C'est assez clair comme conclusion. Maintenant, un aspect qui est important de mentionner, c'est que souvent, la classe corporatiste, donc les grandes entreprises, les organisations, sont souvent complices de ça et on l'a vu dans cette crise-là. On va tenter souvent d'acheter justement les grandes entreprises avec que ce soit des cartels. Ça a été le cas notamment lors de la Première, de la Deuxième Guerre mondiale. Les entreprises étaient appelées à contribuer à l'effort de guerre, mais avec des tarifs qui étaient protégés. Donc, quand la guerre s'est terminée, ils avaient goûté un peu à ce marché protégé-là, à ce cartel. Ils voulaient pas que ça finisse parce qu'on avait plus de risques, il y avait un prix garanti. C'est maintenant présent dans plein de secteurs. Regarde juste les produits laitiers, etc. Donc, on a tendance à penser souvent la gauche
dépeint le portrait économique comme étant les méchantes entreprises qui vont lutter contre la réglementation, alors que c'est précisément l'inverse. Les grandes entreprises, Jeff, profitent de crises comme ça pour implémenter de la réglementation qui va nuire à l'émergence d'une compétition, notamment. Un autre aspect aussi, c'est les tribunaux qui vont souvent, et on l'a appris encore une fois cette semaine, ou je crois la semaine passée, là, avec la défaite là, de notre ami Benoît Giroir. Moi, ça m'a extrêmement déçu, là, cette histoire-là, de voir que même les décevant, tribunaux, mais pas de surprise. Moi, pas de surprise. Encore aujourd'hui, Jeff, que la Cour suprême vient de décréter que le fédéral a le droit d'imposer la taxe du carbone sur les provinces. Donc, les tribunaux ne sont pas immunisés par l'environnement politique ambiant. Et ça, là, c'est clair. Il n'y a pas de backstop à justement cette dérive autoritaire et de la croissance de l'État. Même si c'est écrit dans la Constitution, la Constitution a été adoptée là avant le tournant du 20e siècle, et les crises que je te parle aux États-Unis se sont déroulées pendant le 20e siècle. Les droits constitutionnels ont été violés, des propriétés ont été saisies carrément là, par le gouvernement, alors que c'est spécifiquement interdit par la Constitution. Donc, je pense qu'un point peut-être pour s'encourager, c'est du moins de comprendre ce qui se passe. Et je partage un peu ton découragement parce qu'on essaie de voir quand est-ce qu'on va sortir de ça. Mais à la base, je pense que la conclusion un peu de son livre également, c'est une question idéologique. Il faut absolument, c'est un problème politique, il faut placer des politiciens qui ont une idéologie je te dirais économiquement libérale, qui croient dans les processus établis, qui vont limiter la croissance de l'État. C'est la seule façon. C'est un problème politique qui doit être réglé par les voies politiques. On revient avec ce qui s'est passé. Je sais qu'on a 2 autres sujets le fun, mais je veux t'entendre sur les derniers développements. C'est-à-dire que je vois le maire Labaume qui s'inquiète de la région de Québec. J'ai eu de l'info sur la santé publique. On nous glisse que il y aurait peut-être une décision qui serait prise en début de la semaine prochaine pour la région de Gatineau. Monsieur Legault qui envoie des tweets en nous disant « On a un budget qui s'en vient, mais la lumière est au bout du tunnel, la vaccination est là. » Les gens de la santé publique, les contacts qu'on a nous disent « Ouais, là, on va avoir des fioles, mais il va manquer de bras. On a trop d'infirmières ou de médecins qui travaillent dans des bureaux ou qui sont devenus des fonctionnaires et ces gens-là, on aurait besoin de leurs bras pour venir donner des vaccins pour accélérer. » Parce que effectivement, il y a un virus qui semble être de retour, donc appelez ça le variant. Le nom n'est pas important, on est toujours dans la COVID. Mais la rumeur veut que, malgré le fait que le virus est contagieux, mais semble 9 fois, même plus que 9 fois sur 10 être asymptomatique, que ce sont les jeunes de 0 à 39 ans maintenant qui sont comme visés par le virus et qu'à chaque fois qu'on les appelle pour leur dire qu'ils sont positifs, tout le monde est surpris. N'empêche qu'il y a personne qui se ramasse à l'hôpital. Mais quand même, il y a des risques pour certaines régions de retourner en rouge. Ça veut dire fermeture de restaurants, fermeture des gyms. On revient à ce qu'on était il y a 3 semaines ou à peu près. Avec ce qu'on regarde, ce qu'on vit en Allemagne actuellement, où c'est la fin d'une carrière politique de quelqu'un qui est là depuis 16 ans, Mme Merkel, qui est allée trop loin, et la population a dit « assez, c'est assez ». Est-ce que les Québécois risquent de se réveiller si jamais certaines régions retournent en rouge? C'est la seule façon. Écoute, je te dirais d'un point de vue politique, on assiste actuellement à un peu un duel entre l'Europe qui semble vouloir perpétuer cette crise-là le plus qu'ils peuvent, et certaines parties des États-Unis, les États peut-être plus pro-constitution, pro-liberté, qui tentent activement de réouvrir, et c'est déjà le cas au Texas. D'ailleurs, ça fait plus d'1 mois maintenant, et ceux qui prédisaient l'apocalypse, absolument rien qui s'est passé. C'est vraiment un retour à la vie normale. Même chose pour la Floride. On sent que Biden est faible dans tous les sens du terme, là, en fait, et que l'Europe tente un peu de réimposer là, la réalité du confinement sur la scène internationale. Et j'ai l'impression que si tu regardes un peu la politique que suivit la sécurité, la santé publique et le gouvernement Legault, ça a toujours été tourné vers l'Europe et rarement là, vers les États-Unis. Alors que nous, dans le contexte nord-américain, on va devoir se comparer à des États en Amérique. Là. Donc le contexte en Amérique, il est bien différent. Oui. Et on a 1 an de données, là, Jeff, à partir de maintenant. Là. Ça fait 1 an qu'on a des données, et tu regardes à peu près tous les États en Amérique. Et la courbe, elle est essentiellement la même. Il n'y a aucune corrélation entre l'imposition des mesures et la diminution des cas. Et ça prend pas un doctorat en épidémiologie pour comprendre ça. Je veux dire, une courbe, c'est assez clair à voir. Oui, on a tous les tableaux qui montrent. Je te dirais même que à ce point-ci, là, c'est carrément un test d'intelligence. Si vous affirmez le contraire, vous échouez le test d'intelligence. C'est bien plate, mais c'est ça, là. Donc maintenant,
ça demeure une crise à ce point-ci qui est 100% politique, je dirais même depuis un certain temps, et ça va être réglé de façon politique. Les gens, je pense, commencent à perdre patience. Ce narratif-là de troisième vague / variant, mutant, j'ai pas l'impression que c'est en train de s'entrancher autre que dans les médias. Là, tu regarderas, les articles se multiplient. Il y a eu une affirmation là, comme quoi un bébé était infecté là, dans le Bas-Saint-Laurent. Là, c'est quand même incroyable là, de lire ça. Donc, je suis pas certain que les gens sont aussi réceptifs que les autorités le croient. Est-ce que les Québécois les Allemands, ils ont dans leur ADN, on parlait tantôt quand on les rencontre dans des tout inclus, c'est les plus rough, c'est les plus tough, c'est les plus, ils sont imposants, ça crie fort, mais ils donnent des ordres quand c'est le temps de commander l'omelette le matin. C'est des gens quand même assez ça, c'est des gens qui ont beaucoup de caractère. Et là, ils ont envoyé le message à Mme Merkel que non, Pâques, tu fermes pas les églises, Pâques, tu fermes pas les bars, tu ne fermes pas les restaurants, tu ne nous empêches pas de se voir en famille. Enough is enough. Et elle est obligée de s'écraser. Elle a reculé. Elle a même demandé pardon. Et là, tous les sondages nous montrent qu'elle va manger une sincère volée à l'élection qui s'en vient. Donc, est-ce qu'on a un peu d'allemand en dedans de nous autres ou on est plus cubain, c'est-à-dire sans énergie, contrairement dominé par ceux qui nous dirigent? On est dans quel groupe, nous autres? On disait quoi, on est des latins, donc on est plus chaleureux, mais historiquement, écoute, le Québec a souvent été sous domination assez autoritaire. Comme je disais dans une de nos chroniques au début de la crise, ça explique aussi plusieurs événements historiques, comment on s'est écrasé devant l'occupation britannique. Il y a une époque aussi assez intéressante qui est l'époque ultramontaine, donc il y avait une espèce de dictateur religieux au Québec qui s'appelait Ignace Bourget, où les Québécois avaient accepté ce régime-là. Le clergé était plus puissant que l'État, en fait. Oui. Donc, il y a certains précédents historiques à ce qu'on est en train de vivre. Mais je commence à voir, là, je pense que l'été va être dur à résister là, pour les gens. Les gens commencent à perdre patience, surtout quand on a vu, justement, on a vu des membres du gouvernement ouvertement défier les règles, que ce soit Mme Guilbeault, que ce soit, t'as souvent parlé de la réunion avec la bombe, où on voit, ils nous rient carrément dans le visage, là, ils ont pas de masque, ils respectent pas les règles, les gardes du corps de M. Legault qui enlèvent leur masque à proximité. Donc, c'est une mauvaise pièce de théâtre qui se poursuit. Je pense que les gens commencent à se réveiller, mais je te répète, Jeff, c'est un problème qui va se régler de manière politique, et l'échéancier, c'est vraiment octobre 2022. Aujourd'hui, grosse journée. D'abord, M. Biden, au moment où on se parle, rentre. Il s'est pas enfargé dans le tapis. C'est déjà un bon départ. M. Biden fait son premier point de presse sans télésouffleur, même s'il a demandé des questions à ses amis journalistes avec qui il est proche. C'est quand même un test important pour lui parce qu'il commence à avoir des doutes beaucoup sur sa santé. Je dirais que aussi deux crises majeures, celle de l'immigration au Mexique, où le party est pogné puis qu'il y a des enfants, comme dans l'époque de Trump, qui sont dans des cabanes donc depuis 2-3 semaines sans les parents, etc. Et on a aussi ce qui s'est passé à Boulder, Colorado, donc l'histoire des armes. Donc ça, c'est une grosse affaire aujourd'hui. M. Biden commence en ce moment son discours. Et nous, dans quelques minutes, on a aussi notre affaire à nous autres, c'est le budget qui va nous montrer probablement qu'on est carrément dans la marde, là. Écoute, une coupe de chiffres, là, Jeff, on parle de 15 milliards de déficit pour l'exercice en cours, 2021. On parle de 8,3 pour l'année suivante et 7 milliards. Et surtout que ça a été répété, là, à peu près tout le budget a été coulé là, dans la presse là, depuis une semaine. Là, donc, on s'attend pas mal à ce qui va être dit cet après-midi. Mais il y a surtout aucun plan de retour à l'équilibre budgétaire là, par le ministre Girard, qui a pas l'air de contrôler grand-chose, là, selon ce que j'entends. Là. Ça semble venir pas mal d'en haut, puis il a été quand même assez effacé là, pendant la crise. Donc, est-ce que les deux boss là, même de l'économie puis du budget, est-ce que c'est Fitzgibbon et M. Legault, oui, hein? Ouais, et je pense que Dubé emmène large aussi. C'est vraiment, je pense, les trois têtes dirigeantes du gouvernement. Le reste, c'est vraiment ça n'emmène pas large, je te dirais. Ce qui est important, Jeff, là-dedans, c'est que moi, ce qui m'inquiète, premièrement, c'est que pour une première fois, je pense on suggère de suspendre les paiements au Fonds des générations. Le Fonds des générations, c'est un fonds qui est accumulé à chaque année et qui est aloré là, par les agences de crédit. Si la cote du crédit du Québec est maintenue à travers le temps, c'est souvent à cause du Fonds des
générations. Le fonds des générations, là, Jeff, c'est maintenant 12 milliards de dollars qui a été accumulé. Donc, une espèce de compte d'investissement dans lequel on place de l'argent chaque année. Maintenant, il y a 12 milliards. Et là, aujourd'hui, dans la presse, les économistes recommandaient de suspendre les paiements au fonds pour payer l'épicerie, c'est-à-dire payer les dépenses excédentaires du gouvernement. Et on apprend aussi dans le même article là, de la presse qu'ils vont probablement faire plus de dépenses pour, entre guillemets, relancer l'économie. Ça veut dire M. Fitzgibbon qui se promène avec des chèques pour essentiellement acheter la prochaine élection. Moi, je te dis, c'est tout le contraire qu'on devrait faire. Tu vois, 12 milliards de fonds accumulés, une bonne partie de gains là-dedans. C'est, je crois, 50% d'obligations, 30% en bourse et il y a 20% qui est dans les placements privés. Tout ça géré par la Caisse de dépôt. Je pense que c'est le temps de vendre un tiers du fonds. Donc, on peut parler d'un 4 milliards qu'on pourrait vendre et appliquer directement sur la dette. C'est aussi, c'est une bombe à retardement. Ce fonds-là, on a peur que des gouvernements ultimement s'en servent pour financer des programmes politiques. Donc, c'est le temps. Ce fonds-là, on l'a accumulé pour des jours plus noirs. On est dans une crise comme ça. C'est le temps d'en mettre une partie sur la dette alors que il y a une montée potentielle des taux d'intérêt. On est aussi, j'écoutais Jerry, je pense hier, il disait qu'on était, un sommet générationnel là pour la bourse. On est dans un top là, quand même, je pense, quand même important. Donc c'est le moment ou jamais, je pense, de puiser dans ce fonds-là, mais pas pour financer la tournée de donnage de chèques de Fitzgibbon, mais pour mettre directement sur la dette. Je regarde les chiffres qui sont amenés. Là. On parle de 12-15 milliards de déficit. Puis ça semble être aussi, écoute, au-delà de la COVID, il semble y avoir un problème pour les provinces à se financer dans le futur avec l'explosion des soins de santé pour les populations vieillissantes, etc. Donc, de revoir l'équilibre budgétaire à moyen terme, ça semble quasiment impossible. Ils vont venir chercher leur part des REER quand? Écoute, c'est une question de temps. Je parlais à un économiste d'une grande banque cette semaine et ça va être plus le fédéral, je crois. Ils vont commencer probablement par taxer le gain en capital sur les résidences principales. Ils ont les yeux sur les gains non réalisés dans les REER et les CELI. Ça, c'est une autre chose. Je pense que ça va être un peu plus tard. Par contre, je pense pas qu'on va avoir une hausse d'impôts et de taxes, du moins, tant au fédéral qu'au provincial, parce que la réalité électorale, là, pour les deux camps, d'ici la fin de l'année prochaine. Donc, mais la bombe à retardement, la bombe, elle est enclenchée, là. Ça va être c'est une question de temps avant que je pense, le fardeau fiscal augmente d'une manière ou d'une autre. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que probablement que ce budget-là, en termes de croissance des dépenses, là, de santé, éducation, va être le même qu'avant. Donc, c'est un budget business as usual par le gouvernement Legault, alors que la conclusion de la dernière année, c'est que c'est pas un problème d'argent dans le réseau de la santé, là, c'est structurel, oui. C'est un problème d'incitatif, c'est un problème de ressources humaines, c'est un problème de décentralisation. Il y a beaucoup trop de fonctionnaires qui remplissent de la paperasse alors qu'ils manquent de bras sur le terrain. C'est lui le problème, qu'on a vu là. C'est assez incroyable que une des seules solutions au financement, c'est de quémander à Ottawa, alors que ce gouvernement-là se dit nationaliste. Oui. Rappelons que ce qui a sauvé les CHSLD, c'est l'armée qui est débarquée. Ça me fait toujours rire. Tu sais, ils ont essayé de spinner la crise comme un succès québécois, puis c'est une façon de faire valoir. Ils sont fait sauver par l'armée. C'est l'armée qui a sauvé nos personnes âgées dans le désastre des CHSLD. Le constat de cette crise-là, Jeff, c'est que le modèle québécois, malgré un financement qui hausse à chaque année au-delà de l'inflation, ne fonctionne pas. C'est le temps de revoir ça de fond en comble. C'est le temps d'avoir plus de privé. C'est le temps d'avoir de la compétition. C'est le temps de couper dans la machine. C'est maintenant ou jamais. J'ai le dossier du baseball. Je sais que tu es un partisan de sport, mais tu es un partisan également du moins d'intervention dans le gouvernement, mais je me mettais j'en parlais ce matin avec Dom Moret dans le One-Two Punch et j'essayais de voir, parce que quand ça arrive des sujets que les gens aiment, des fois, les trains, on n'aime pas ça. Donc ça, on dit non. Mais quand c'est un sujet qu'on aime, que ce soit les Nordiques il y a quelques années ou que ce soit maintenant les expos, il semblerait que les gens de droite, et peut-être avec raison, mais pour quelqu'un comme Éric Duhaime qui à un moment donné aura à dire oui et non, c'est dur de savoir quand est-ce que tu dis oui et quand est-ce que tu dois arrêter de dire oui. Qu'est-ce qu'on fait avec le baseball? Hier, Régent Tremblay me disait, écoute, Jeff, tout alentour de nous est subventionné, pourquoi pas le baseball? Moi, je disais, écoute, le problème, c'est que quand on dit non à une chose, il faut dire non partout, surtout quand c'est des gens très riches qui forment un groupe pour amener le baseball à mi-temps. Tu te situes où là-dedans? Et si t'es Éric Duhaime, qu'est-ce que tu fais avec une patate chaude de même?
T'as raison, c'est un dossier qui est touché. C'est vrai, c'est souvent le sport professionnel, c'est souvent la victime facile de dire on devrait pas subventionner ça parce que c'est des millionnaires, mais tu sais, ça devrait être le même réflexe pour la salle de spectacle de l'Opéra de Montréal et à peu près tous les festivals au Québec. Là. Ça devrait être le même réflexe de dire est-ce que c'est vraiment l'État qui devrait financer ça. Maintenant, d'emblée, là, écoute, pour t'avoir écouté à différentes reprises, j'ai écouté Moret aussi. Je pense que d'emblée, c'est impossible on devrait refuser une aide directe. Donc, on peut pas donner un chèque à cette organisation-là. Maintenant, est-ce que l'État pourrait contribuer d'une manière ou d'une autre à travers aussi la Ville de Montréal avec une aide quelconque, que ce soit avec la mise en place d'infrastructures? Écoute, ça, faudrait voir le projet. Je suis pas fermé à cette idée-là. Surtout que le coin où le stade serait bâti à Montréal, je sais pas si tu connais un petit peu le coin, le Bassin-Pile. Oui. L'autre côté, Pointe-Saint-Charles, c'est une partie qui a pas été développée encore. C'est des anciens entrepôts, alors que tout le reste, vers l'ouest, c'est toute la belle partie là, qui a commencé à être développée, etc. Donc, je te pense qu'il y a quand même pas mal de plus-value à développer avec cette région-là, cette zone de la ville de Montréal-là. T'as le REM qui va passer pas trop loin. Donc, c'est probablement pas fou de développer ça. Je regarde les gens qui sont derrière. Le spot est idéal. Là. Le spot, c'est c'est un très bon choix. Le choix d'aller dans ce coin-là. Je regarde les gens qui sont derrière. Boyko, Crétier, c'est pas les plus grands étatistes, je pense, comme les entrepreneurs au Québec. Des gens comme M. Bouchard également. Je pense qu'il y a des gens qui sont solides derrière ça. Moi, ce que je te dirais, c'est attendons de voir un projet. C'est quel genre de montage financier veulent faire. Moi, d'emblée, je veux pas donner un chèque en blanc, là, une aide financière directe de l'État, que ce soit le fédéral ou le provincial. Mais d'une manière ou d'une autre, est-ce qu'on peut contribuer avec l'infrastructure ou ça devrait faire partie aussi. Je t'écoutais hier avec les terrains de baseball. C'est un peu la même chose. Tu sais, le Canadien, je pense, contribue à différentes patinoires dans la ville de Montréal. Oui, en fondation. Ça doit être intégré, là, je pense. Puis je pense que c'est le cas. C'est un monde en soi, le financement des infrastructures sportives professionnelles. Et en Amérique, là, je pense qu'il y a des succès comme c'est-tu le stade des Giants qui a été construit là, presque sur le bord de la mer, dans une zone qui était quasiment désaffectée. Oui. Donc, il y a des succès, je pense, là, de relance de certains coins, oui. Ça peut l'être, effectivement. Oui, exact. Hey, merci, Joe, puis les gens qui veulent te suivre, J. Hamel sur Twitter. On se reparle la semaine prochaine. Plaisir. Salut, bye. Joe Hamel est avec nous autres en ce Crazy Jeudi. On saute dans le Truman Show après avec Max Truman de danslescoulisses.com sur Radio X. Radio X.